axes du PADD. On va commencer par le premier. Le premier axe, c'est retrouver la dynamique démographique du territoire en la réorientant selon son armature urbaine. Ça prend effectivement position sur un diagnostic, montrer qu'on avait plutôt une croissance démographique atone, c'est-à-dire plutôt quelque chose une stagnation. Et donc, retrouver un petit peu de croissance démographique permet de retrouver une certaine dynamique. Alors, comment est-ce que le projet va répondre à cela? Le premier point, c'est la définition de zones dites urbaines. On va regarder en détail. Alors, vous voyez là, UA, UP, UB, UC, UJ. Donc, effectivement, U, ça signifie zone urbaine. Après, A, B, C, c'est un sous-type de zone urbaine. Et on va regarder un petit peu ça dans le détail, au travers quelques exemples. La zone UP, voilà, que vous voyez. Non, il ne veut plus marcher. Oui, voilà. La zone UP que vous voyez là, P comme patrimoine. C'est plutôt une zone qui a été utilisée à Donne-Marie-Dontilly et à Bray-sur-Seine pour caractériser les centres anciens. Vous voyez, ça représente que 28 hectares à l'échelle de tout le territoire, donc c'est pas beaucoup, avec une zone spécifique UPA à Donne-Marie-Dontilly. Donc elle aura ses règles spécifiques, ses particularités, donc sur les zones centrales. On va retrouver la zone UA, A étant la première lettre tout simplement de l'alphabet, ça va être globalement les centres-bourgs des autres communes. Alors pourquoi distinguer les centres-bourgs des quartiers plus récents? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même physionomie, donc ils ne peuvent pas répondre aux mêmes règles. On a des zones urbaines dites résidentielles. C'est celles qu'on a appelées les zones UB. Et là, ça va concerner quasiment toutes les communes. Ce seront les zones d'habitat, mais beaucoup plus récentes. On va retrouver des lotissements relativement anciens, comme vous pouvez voir sur ces différentes illustrations. On a pris Jaune, Bray, on a à peu près toutes les communes concernées, c'est-à-dire que autour du centre historique de chaque commune, du centre-bourg, eh bien, on a des zones d'habitat récentes, plus ou moins récentes, ça peut être les années 50, 60, etc., ou beaucoup plus récentes, et donc ce sont des zones UB. Là, pour le coup, c'est 656 hectares quand même à l'échelle de tout le territoire, avec la possibilité de prendre en compte des particularités sur certaines communes. On aura ainsi une zone UBA à Montigny-d'Ancoux, une zone UBC à Donne-Marie-Dontilly. Prendre en compte ces particularités, c'est qu'il y a déjà des règles d'urbanisme qui existent sur bon nombre de communes, avec plus ou moins de complexité. Il ne s'agit pas de faire la révolution du jour au lendemain, mais bien d'intégrer aussi ce qui fait déjà l'objet d'une application aujourd'hui sur ces différentes communes. Donc voilà pour les zones UB. On aura des zones UC. Alors c'est comme collectif, c'est quelques zones d'habitat collectif, donc avec des petits immeubles que vous avez ici en Basset-Montois et qui font l'objet donc de règles qui leur sont propres. On aura des zones plus particulièrement spécifiques aussi à Donne-Marie-Dontilly et à Bray-sur-Seine. Et une autre zone urbaine importante pour le caractère résidentiel, c'est la zone urbaine dite de jardin. C'est une zone de jardin, UJ, J comme jardin, qui est directement associée à certains espaces de jardin lorsqu'ils forment, on va dire, un ensemble cohérent. Donc c'est quelques zones que vous voyez en vert clair, voilà, sur des zones UJ, donc de jardin associées à l'habitat au résidentiel. Les zones de jardin, c'est quand même près de 250 hectares à l'échelle du territoire. Donc ça, pour l'instant, on était donc sur des zones urbaines. Finalement, c'est les zones qui sont déjà urbanisées. Alors, dans les zones déjà urbanisées, pour répondre à l'objectif de créer de l'habitat et de la population, et d'avoir de nouvelles populations dans les zones urbaines, l'habitat existant, il y a une partie de l'habitat qui est bien sûr occupé, dans lequel des gens résident, et puis il y a de l'habitat vacant aussi. Et un des enjeux à l'échelle nationale, et qui est un enjeu pour le territoire basset-montois, c'est aussi de reconquérir ces logements vacants, de favoriser notamment leur réhabilitation, notamment énergétique. Et donc les règles du PLUI permettent
chaque fois que c'est possible, des souplesses aussi pour favoriser cette réhabilitation énergétique des logements. Et on a également donc les zones dites à urbaniser résidentielles, alors qui sont de futures zones à urbaniser. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont en général des secteurs qui sont agricoles ou éventuellement naturels et qui sont destinés demain à accueillir des opérations de type lotissement. Alors, vous voyez 12 zones 1A UB, alors B parce que c'est les règles de la zone UB qui s'appliqueront, pour 8,6 hectares, donc ce sont plutôt des petites unités. Hein, la moyenne, c'est des zones inférieures à 1 hectare. Cette petite dimension des zones urbanisées, c'est ce qui permet aussi une meilleure intégration au village. Plutôt que d'avoir un grand lotissement de 20 hectares à un endroit. Voilà, donc on est plutôt sur des petites zones urbanisées, ce qui nous semble être plutôt bénéfique. Et puis il y a les zones dites 2AU. Alors quand on a un 2 devant, ça veut dire que c'est pas pour le court terme, c'est un peu plus long terme. On fait d'abord les zones 1AU, on va dire dans les 5 ans à peu près, hein, 5 ans, 6 ans. Et puis les zones 2AU peuvent venir ensuite, notamment une fois que les zones dites 1AU ont été réalisées. Et pour les zones 2AU, donc là on va retrouver aussi 5,6 hectares à l'échelle du territoire. Et le petit schéma, ici, montre que par exemple, alors là on est sur un exemple à Dragon, d'une zone à urbaniser, et vous voyez un principe par exemple de flèche ici qui montre qu'il est souhaité une voie traversante, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. La voie est positionnée par principe, ça ne veut pas forcément dire que la voie sera exactement comme ça. Si elle démarre ici, qu'elle fait un petit zigzag et qu'elle ressort à un autre endroit, le principe, l'esprit est respecté et c'est ça qui compte. Donc on a quelques petits schémas comme ça sur la plupart des zones à urbaniser, sur toutes les zones à urbaniser même, qui visent à les organiser. On a aussi par exemple un principe de traitement végétal des lisières avec l'agriculture. Ça c'est un point important et ça a été relevé dans la concertation avec le monde agricole, cette volonté de gérer les interfaces avec l'agriculture, notamment pour avoir des zones dites de non-traitement, et aussi ce qui permet pour, par exemple, le lotissement en question, d'organiser une lisière végétale avec donc un espace tampon, tout simplement avec l'agriculture. Donc voilà pour les zones à urbaniser dites résidentielles. Donc au travers les zones urbaines et les zones à urbaniser, eh bien, le territoire entend bien on va dire confirmer une certaine dynamique et offrir finalement des terrains notamment disponibles ou des logements vacants qui seraient remis sur le marché, donc pour de futurs résidents. L'axe 2, c'est engager la diversification de l'économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire. Alors, les atouts, des ressources, il y en a de plusieurs types sur le territoire. L'activité économique, notamment l'emploi, c'est particulièrement des zones dédiées à ces activités sur le territoire. On a mis plusieurs exemples. Beaucoup de communes sont concernées. On peut avoir des zones ici, voilà, une zone d'activité économique à Chalmaison, on en a à Jutigny, on en a à Bray-sur-Seine, à Jaune, on en a à Hermé, on en a ici à Donne-Marie-Dontilly. Ça représente plus de 157 hectares, les zones d'activité sur le territoire. Elles sont dédiées à l'activité économique. On peut avoir des zones qui sont réglementées pour avoir une vocation un peu plus de bureau. C'est le cas d'un secteur ici à Donne-Marie-Dontilly. Dans l'ensemble, on a plutôt des zones d'activité qui ont une vocation mixte, c'est-à-dire qu'elles peuvent accueillir tout type d'activité économique, de l'industrie, de l'artisanat, du commerce. Et on a certaines zones qui sont aussi dédiées à l'activité commerciale, avec un focus vraiment, on souhaite accueillir du commerce sur cette zone-là. Donc on a les trois types, c'est pour ça qu'on aura des zones UX, donc c'est les zones d'activité économique avec un petit A pour le tertiaire, un petit C pour le commerce. Voilà globalement, particularité aussi sur le territoire, on a une zone urbaine de l'aire de service de l'autoroute A5 qui représente 12 hectares et que l'on prend en compte également avec sa particularité. Voilà pour les zones d'activité économique existantes, et puis, comme pour les zones résidentielles, il y a les futures zones d'activité économique. Là, on retrouve aussi toujours le 1 et le 2. 1AUX, les zones d'activité qui sont aujourd'hui vierges mais destinées à être urbanisées
à court terme. On en retrouve près de 3 hectares sur 2 zones essentiellement, et puis des zones dites 2AU, destinées à être urbanisées à plus long terme. On va retrouver là 18 hectares. Donc un focus important, développement économique prévu par le territoire pour cet axe développement économique, accueil d'entreprise, accueil d'emploi. L'extrait que vous voyez par exemple ici à jaune, c'est une zone prévue pour la réalisation d'un nouveau port, d'une zone arrière portuaire avec des activités économiques, donc dans le secteur vrai jaune. Alors avec un projet qui devrait être raffiné pour devenir directement constructible, mais la zone est déjà prévue comme telle dans ce PLUI. Parmi les activités économiques phares aussi de la Bassée, il y a la question des carrières, des sablières. Vous voyez sur cette carte celles qui sont en activité, qui ressortent en rouge foncé, près de 1500 hectares aujourd'hui. C'est moins qu'en 2019, parce qu'en fait, il y a certaines cessations d'activité, etc. 1500 hectares de zones dédiées carrières dans le PLUI. Alors on les appelle les zones NCA. N comme naturel et CA comme carrière, tout simplement. Et puis on a aussi un peu plus de 500 hectares de secteurs qui pourraient être à l'avenir dédiés à des carrières et qui font l'objet d'un classement particulier. C'est à la fois une richesse pour la Bassée, et il faut savoir qu'il y a aussi un décret national qui implique de prendre en compte ces espaces et de préserver ces espaces en vue d'une exploitation future éventuelle. Donc je dirais que là-dessus, le PLUIH fait le travail et repère ces espaces en concertation avec les différentes communes concernées. L'objectif étant de maintenir la capacité d'exploitation de la ressource en granulat et de l'activité économique qu'elle génère pour le territoire. Le territoire, c'est aussi et avant tout un territoire rural, agricole. Et d'ailleurs, vous le voyez sur cette diapositive, les zones agricoles, c'est 61% du territoire. Toutes celles que vous voyez en jaune sont des zones dédiées à l'activité agricole avec pour objectif, rappelé dans le BADD bien sûr, de préserver ces activités agricoles. Donc cela signifie de préserver au maximum les espaces agricoles pour permettre les productions agricoles du territoire. Et donc 2 types de zones agricoles. L'essentiel, 80% de ces zones sont des secteurs agricoles classiques. Un secteur agricole classique, on peut y faire bien sûr ce qu'on veut comme culture, puisque le PLUI, même avec un H, n'a pas de prérogative pour orienter les cultures agricoles ou la pratique agricole. Le PLU, lui, ne va s'intéresser qu'aux constructions. Donc dans le secteur A classique, sont admises les constructions agricoles, autant que tous les types de cultures. Dans le secteur AP, P comme protégé, tous les types de cultures, bien sûr, là aussi sont admis, puisqu'on ne s'en occupe pas. Par contre, c'est la construction, y compris agricole, qui là est plus encadrée. Pourquoi? Eh bien, vous le voyez sur cette carte, ce sont ces zones un peu plus foncées ici, le long de la départementale en Bassée, ou sur les collines du Montois, ce sont des espaces où il est souhaité une protection paysagère. Parce que les collines du Montois font partie du charme du paysage, on a des pentes, on préfère éviter qu'il y ait trop de construction sur ces espaces-là. Mais ça ne représente que moins de 20%, c'est 18% même, des espaces agricoles, donc qui ont, on va dire, cette contrainte. Mais dans l'ensemble, la plupart des espaces agricoles permettent d'accueillir tout type de bâtiments agricoles ou d'activités liées. Au sein des zones agricoles, on a également pu repérer des bâtiments qui n'ont plus de vocation agricole. Vous avez des bâtiments isolés parfois, ça peut être une ferme à un endroit, une longère, ça peut être même à certains autres endroits un ancien bâtiment à gare agricole qui n'a plus la vocation agricole et qui donc pourra éventuellement changer de destination. Ce qui peut être très intéressant pour le territoire. Demain, accueillir un ou 2 logements dans une longère. Sur ces bâtiments-là qui seront repérés au milieu de la zone agricole, c'est possible. Alors il faudra passer par d'autres démarches auprès d'une commission départementale, mais en tout cas, le PLUI permet cela. Il ouvre la possibilité.
Idem pour accueillir, si vous avez un ancien hangar agricole, pour accueillir demain un artisan, hein, à partir du moment où c'est desservi, eh bien ce sera possible sur ces bâtiments-là qui ont été repérés. Un point aussi, je ne vais pas préciser sur la diapositive, mais je pense que c'est important, pour ceux qui auraient une habitation en zone agricole, ça peut être le cas d'un certain nombre de personnes, d'ailleurs c'est la même chose en zone naturelle, il y aura la possibilité de bénéficier de possibilités pour réaliser des extensions ou des annexes. C'est prévu par le Code de l'urbanisme. La communauté de communes a souhaité s'en saisir et a appliqué ces règles au travers le règlement du PLUI. Donc il y aura la possibilité d'avoir des extensions et des annexes pour les habitations existantes en zone agricole et en zone naturelle.